Comment utiliser l'alphabet portugais? Pourquoi une telle question? Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment quelques aspects de base ou fondamentaux de la langue, comment quelques mécanismes peuvent-ils nous aider à être à même de mieux comprendre et mieux maîtriser la langue. On se retrouve sur mon ordinateur et je vous explique cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en expliquant ou en cherchant à expliquer la langue, mais également en touchant à certains aspects de la culture et de l'histoire du pays, dans la mesure où, comme vous le conviendrez, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à apprendre quelques notions de vocabulaire et de grammaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, afin de pouvoir considérer la question que nous avons abordée au tout début, voyons comment certains aspects fondamentaux, certains aspects de base de la langue, et concrètement à propos de l'alphabet portugais, des voyelles, des consonnes, comment tout cela peut-il nous aider à mieux comprendre la langue et être à même de mieux la maîtriser? En ce qui concerne l'alphabet portugais, on peut dire cela. En conformité avec l'accord de l'orthographe de 1990, l'alphabet de la langue portugaise se compose de 26 lettres. Donc avant cette date, ce n'était pas le cas. Euh, Trois lettres, et on y vient tout de suite, trois lettres ont été ajoutées. Mais aujourd'hui, et concrètement à partir de 1990, après l'entrée en vigueur de l'accord de l'orthographe en 1990, l'alphabet se compose de 26 lettres. Et ces 26 lettres sont le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, ce sont ces 26 lettres aujourd'hui qui composent l'alphabet. Les lettres K, W et Y ont été introduites dans l'alphabet portugais avec l'entrée en vigueur donc de l'accord orthographique de 1990 et sont utilisées dans les situations suivantes. Et cherchez à... Faites bien attention dans quel cas ces lettres ont pu être utilisées, ont pu être acceptées après l'entrée en vigueur de l'accord orthographique, afin de pouvoir comprendre un peu l'esprit de la langue portugaise. Donc le K, le W et le Y. Donc ces lettres sont utilisées dans des anthroponymes, donc des noms de personnes, des noms propres, originaires d'autres langues, comme Kafka, Wagner, Weber, Yeats.
ou alors des mots dérivant de ces anthroponymes, comme kafkiano, donc ce qui a trait ou se réfère à Kafka, à la personne de Kafka, ou encore wagneriano, le W se prononce dans ce cas V, wagneriano, weberiano, ou alors yetsiano, donc des mots qui dérivent d'anthroponymes. Mais ces lettres sont également utilisées ou peuvent être utilisées dans des toponymes, donc des noms de lieux originaires d'autres langues, comme Kosovo, Washington, Yorkshire, ou des mots dérivant de ces toponymes. Donc j'ai fait une prononciation plus ou moins française pour ce qui est des anthroponymes et des toponymes, mais comme vous vous en êtes bien aperçu, pour ce qui est des mots qui dérivent des anthroponymes ou des toponymes, la prononciation est portugaise. Donc comme Kosovar, Washingtoniano, Yorkshireano, ou encore des mots étrangers courants comme feedback, donc ce sont plutôt des mots anglais, bien évidemment, mais euh, acceptés par la langue portugaise. Et dans ce cas-là, alors, les trois lettres que j'ai citées, euh, ont pu être utilisées et, euh, et jour après jour être insérées dans l'alphabet, ou mieux acceptées dans l'alphabet portugais. Donc des mots étrangers courants comme feedback, jackpot, hardware, what, babysitter, hobby. Donc on retrouve ces trois lettres dans ces mots, dans des mots étrangers courants. Mais également dans des sigles, des symboles, et des unités de mesure intercontinentaux ou internationaux, pardon, comme le symbole du kilogramme, du kilomètre, watt, et le début de n'importe quelle adresse électronique ou d'une page www, et je pense que vous avez bien compris en ce qui concerne l'adresse le nom d'une page d'Internet. Donc bien que ces mesures aient été prises, et cela est important, remarquez bien cela, bien que ces mesures aient été prises, donc le fait qu'elles aient pu être insérées et avec le temps acceptées, utilisées, des règles quant à leur utilisation restrictive ont été maintenues, faisant en sorte qu'on a cherché à substituer ces lettres par d'autres avec la même valeur phonétique, originant bien souvent la coexistence de deux ou plusieurs formes du même vocable. Par exemple, c'est le cas de joker et écrit d'une façon plus portugaise, entre guillemets, joker, joker, pardon, joker. Un J, un O avec un accent aigu, un Q, un U, un E, un R. Contrairement à la façon originale, disons ainsi, à la façon originale du mot joker. Kayak, comme nous le connaissons en français, donc K-A-Y-A-K, et d'une façon plus portugaise, bien que ces deux formes, comme joker, comme je l'ai expliqué avec un K et kayak, donc les premiers mots que je cite ont pu être acceptés avec le temps
On a créé donc d'autres mots avec la même valeur phonétique, donc, comme vous pouvez le confirmer. Kayak, commençant par un C et s'écrivant également avec un Q, un U, un E. Rallye, R-A-2-L-Y et rallye plus tard, R-A-I-L-I, pardon. Whisky, comme nous le connaissons, W-H-I-S-K-Y et plus tard en portugais, whisk, U-I, accent aigu, S-Q-U-E. Enfin, yoga est d'une forme plus portugaise, yoga, I-O-G-A. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment certains mots ont pu être acceptés ou certaines formes d'écriture, d'écrire un mot, une parole. Mais bien que l'on ait accepté cette forme, on a cherché à en créer d'autres, disons plus adaptées peut-être à la langue, sans jamais laisser la première. Ce qui fait que deux formes ou plusieurs formes ont pu coexister en même temps. Donc s'il vous arrive de pouvoir trouver ces deux formes, ne vous étonnez pas, ce n'est pas une erreur, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà. En ce qui concerne les voyelles, bien, les voyelles représentent des sons qui sont produits sans une quelconque obstruction au passage de l'air dans la cavité buccale ou nasale. Donc, j'essaie de faire une, j'essaie de vous aider à comprendre, comme vous devez le savoir, ce qu'est une voyelle en français. Ce n'est pas tant différent en portugais, mais ça nous permet de comprendre un peu euh, comment elles peuvent être prononcées et de là, comment elles peuvent être utilisées également en portugais. En conséquence de quoi, comment vous pouvez apprendre à les maîtriser. Donc dans l'alphabet portugais, il existe 5 voyelles. A, E, I, O, U. 5 voyelles. Elles constituent toujours le cœur ou l'élément central de la syllabe qui peut être formé à peine par une voyelle. C'est tout à fait normal. Les voyelles se distinguent par l'accent ou en d'autres termes par l'intensité avec laquelle elles sont produites. Dans des syllabes accentuées, on dit que la voyelle est tonique ou en portugais tónica. Remarquez que on accentue la première syllabe là où est l'accent, tónica. Et dans des syllabes inaccentuées, on dit que la voyelle est atone ou en portugais atuna. On accentue le A puisque l'accent se trouve sur le premier A. Atuna. Par exemple, des syllabes tônicas ou toniques. Cara, embora, floresta. Cara, euh, ça peut vouloir dire visage, visage, ou, euh, ou alors l'expression de politesse comme cher, chère madame, euh, très cher, ou encore ça peut vouloir dire chère dans le sens d'onéreuse. Donc c'est au féminin. euh, Elle mène une vie onéreuse. Elle a un style de vie, un style non. Elle mène une vie onéreuse, ou elle a des habitudes onéreuses. Embora, euh, qui, euh, qui sous-entend l'idée de partir, l'action
de laisser un lieu pour un autre, de quitter vamos embora, allons-nous-en, c'est ça l'idée. Floresta, forêt. Pour ce qui est des syllabes atone, atonas, hora, qui veut dire heure, donc les heures qui passent, heure. Mudo, muet, par. Donc remarquez que si vous, si vous cherchez à répéter, vous comprendrez que sur les exemples du haut, on accentue ces syllabes, d'où le fait d'être tonique. Et dans la ligne des exemples du dessous, ce sont des syllabes qui ne sont pas accentuées. Donc, elles sont inaccentuées, elles sont atones. Voyons en ce qui concerne les diphtongues et triphtongues. Ce n'est pas toujours très commun de voir des triphtongues, mais voyons ce que nous pouvons apprendre à propos de cela. Bien, la diphtongue est une séquence vocalique prononcée lors d'une seule émission de voix. Elle peut être descendante lorsqu'elle est constituée par une voyelle, puis une semi-voyelle, ou bien ascendante si elle est formée par une semi-voyelle, donc c'est au contraire, une semi-voyelle, puis par une voyelle. Donc, elle peut être descendante si elle est constituée d'une voyelle, puis d'une semi-voyelle. Faites bien attention. D'ailleurs, en répétant les exemples que je vous donnerai, vous apercevrez bien si c'est ascendant ou descendant. Donc, on dit qu'elle est ascendante si elle est formée par une semi-voyelle puis par une voyelle. Et on dit qu'elle est descendante, la diphtongue est descendante si elle est constituée par une voyelle puis une semi-voyelle. Les semi-voyelles sont des sons intermédiaires entre la consonne et la voyelle, avec laquelle elles se combinent. Les diphtongues descendantes sont le résultat de la jonction d'une voyelle, donc, avec une semi-voyelle. I ou U, comme dans pai, ou alors eo. Pai, qui veut dire père, ou bien eo, moi. Les diphtongues ascendantes peuvent être prononcées en une seule émission de voix, si on est assez rapide à le faire, ou comme des voyelles séparées, si on le fait avec une légère pause. Are, donc l'air. L'air, non pas l'air que l'on respire, mais l'étendue de terrain ou l'espace, le lieu. Are. Ou encore j'aime. Donc remarquez que si on le fait assez rapidement, ces diphtongues ascendantes peuvent être pratiquement prononcées en une seule émission de voix. Mais il y a des diphtongues orales, en d'autres termes, celles qui sont produites à peine par la bouche, et des diphtongues nasales, celles qui sont émises par la bouche et simultanément par les voix nasales. C'est un petit peu comme en français. Donc, vous utilisez votre bouche pour parler ou créer des sons, mais de temps en temps, en fonction de certaines syllabes, vous vous aidez également de votre nez ou de vos voix nasales pour produire certains sons, comme on. euh, donc on s'aperçoit que simultanément, on utilise la bouche et les voix nasales. Pour ce qui est des diphtongues orales, vous avez par exemple pau,
qui est un bout de bois, pau, chapéu, qui veut dire chapeau. Donc remarquez que vous n'utilisez que la bouche, pau, chapéu. Et remarquez comment, à présent, en prononçant main ou alors point main, qui veut dire mère, et point mais ou pose, point à mise, mais la table, par exemple. Vous vous aidez de la bouche et de vos voix nasales. Donc c'est une diphtongue, ou ce sont des diphtongues nasales. Les triphtongues sont des séquences où l'union de lettres ou sons vocaliques formés par trois voyelles. Donc les diphtongues de voyelles, les triphtongues, trois voyelles. Semi-voyelle, voyelle et semi-voyelle. C'est le cas de fiège, qui veut dire fidèle au pluriel, quang, qui est l'expression qui peut être utilisée dans la traduction de comment, dans certains cas, euh, quão grande estás, comme tu es grand. Donc il y a, tout dépend un peu du contexte, mais voilà, ça peut être une traduction. Mais retenez ces trois exemples de triphtongue. Fiège, donc une semi-voyelle, une voyelle, puis une semi-voyelle. Fiège, quão, Paraguai, Uai, Uai, Paraguai, dans le Paraguay. Enfin, le hiatus. Le hiatus est quelque chose de légèrement différent, peut-être apparemment assez semblable à la diphtongue, mais euh, c'est quand même différent, puisque c'est un groupe de deux voyelles qui ne forment pas une diphtongue, parce qu'elles sont prononcées séparément. Donc, dans la diphtongue, vous avez les lettres qui sont prononcées euh, conjointement, mais dans le hiatus, non. Ce sont deux syllabes. Donc, ce n'est pas une seule syllabe, comme dans la diphtongue, mais deux syllabes. D'où la définition que l'on peut donner du hiatus, un groupe de deux voyelles qui ne forment pas une diphtongue, parce qu'elles sont prononcées séparément, chacune d'elles appartenant à une syllabe différente. C'est ce qui arrive à la séquence ai dans país, pays, ou ui dans construire, différente des diphtongues descendantes dans pai, qui veut dire père au pluriel, ou fortuit, fortuit. Donc, país, c'est un hiatus. País, qui veut dire pays. Pais, c'est une diphtongue, et qui veut dire père au pluriel. Donc, contrairement à construire, fortuit est une diphtongue, où la syllabe UI est une diphtongue. Les consonnes. Bien, les consonnes représentent des sons qui ne peuvent pas être prononcés avec une voyelle, ou ne peuvent être prononcés qu'avec une voyelle, pardon, par friction ou obstruction réalisée par les organes phonateurs. Donc, tout dépend de la façon dont vous utilisez le passage de l'air afin de produire euh, ces consonnes. Dans l'alphabet portugais, il existe
21 consonnes, et nous les avons vues au tout début euh, avec les voyelles, mais les consonnes sont alors B, C, D, F, G, le G se lit G, le H se lit aga ou se prononce aga, le J, J, Cap, le K se prononce Cap, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. La plupart des mots en portugais finissent par une voyelle. Peut-être vous en êtes déjà aperçu. Les consonnes finales B, C, D, G et T se maintiennent dans les noms propres, qu'elles soient prononcées ou muettes, comme David. Remarquez que je le prononce, je prononce le dernier D légèrement. David, puisque en brésilien, vous pouvez trouver le nom sans le D, donc Davi. Euh, mais en portugais, il prend un D à la fin et légèrement, vous le prononcez David, Jacob, Isaac, Gareth. Donc dans tous les cas, qu'elle soit prononcée ou muette, euh, les consonnes finales B, C, D, G et T se maintiennent dans les noms propres. Pour ce qui est du C et du CCD, voyons ce qu'il nous est dit. La lettre C représente le son S devant un E et un I, et le son que devant un A, un O ou un U. Bon, un peu comme en français, comme par exemple dans le mot vaincre, vencer, cigare, qui est une cigarette et non pas un cigare, attention, c'est juste une parenthèse. Cigare, euh, qui est une cigarette, et cigare, on le prononce charoute. Captar, capter, coche, donc ce qui était utilisé autrefois, il y a quelques centaines d'années, et était auquel on attrelait des chevaux. Sacudir, donc agiter, agiter ou secouer, agiter, secouer. Donc remarquez que, comme en français, devant un E et un I, nous avons le son se, vencer, cigare. Et devant un A, un O ou un U, nous avons le son que, comme dans captar, coche, sacudir. La cédille s'utilise sous la lettre C, bien évidemment, avant un A ou U pour indiquer le son se, toujours au milieu du mot. Caça, chasse, poço, qui est un puits, açude.
Sur le moment, je ne sais pas vous dire ce que... Je n'ai pas une idée concrète sur la définition du mot. Mais bon, casse, pose, sud, devant un A, un O ou un U. Pour ce qui est du G, la lettre G se prononce comme G avant un A, un O ou un U. Et comme un je ou un J, comme un J avant un E ou un I. Ce qui est le cas dans gat, qui veut dire chat, donc devant un A, gat. Gomo, un gomo est un petit morceau de, par exemple, lorsque ce sont les petites portions que l'on a dans certains fruits ou dans, par exemple, dans les ails. Dans les ails, vous avez des petites gousses, des petites portions lorsque vous décortiquez un ail. Euh, vous vous apercevez qu'il y a plusieurs gousses qui composent l'ail. Ou dans certains fruits comme dans les clémentines par exemple. Vous avez des petites portions. C'est ce que l'on appelle en portugais gomme. Goulouse devant un U qui veut dire gourmand. Mais si l'on applique un G devant un E ou un I, nous avons alors le son je comme pour un J. Gelée, donc qui veut dire gelé. Gingive, gengive, gencive, pardon, gencive. Gingive, gencive. La lettre J se prononce toujours J. Jaule, qui est une cage. Lougiste, lougiste, jaule, lougiste, judo. Jaule, que ce soit donc devant un A, un I, un U. Donc le J se prononce toujours J, bien évidemment. Jaule veut dire cage. Lougiste, une logiste, donc quelqu'un qui a un établissement euh, dans le contexte du commerce, ou encore judo, bien évidemment le judo. Parmi les verbes dans lesquels le G surgit avant un E ou I à la forme infinitive, cette lettre se transforme en J avant un A ou un O, afin de garder le même son. Par exemple, affligir, à partir de la même ou dans la même famille, on retrouve afflige, afflige. Donc je répète la phrase que j'ai pu écrire. Parmi les verbes dans lesquels le G surgit devant un E ou un I à la forme infinitive, ce qui est le cas de affliger, donc affliger, ou bien ilger, élire, cette lettre se transforme en J avant un A ou un O. Afflige maintient le G puisque ce n'est ni un A ni un O, mais remarquez que avec afflige, donc j'afflige, nous avons un J. Le G se transforme en J. Éleger nous donne élegir, élège. Donc devant un A, le G se transforme en J. Pour ce qui est du H, au début et à la fin du mot, la lettre H ne se prononce pas.
habile, harpe, c'est l'instrument de musique, la harpe. Hoje, qui veut dire aujourd'hui. Humus, l'humus. Et, i, o, les expressions. Et, i, o. Dans les mots composés ou dérivés dans lesquels le deuxième mot commence par un H, celui-ci est maintenu quand les mots se lient par un trait d'union. Par exemple, imper ora, bem-aja, mal-humorado, super-héros. Donc, lorsque les mots sont composés, comme ce qui est le cas dans cette ligne, dans les mots composés ou dérivés, dans lesquels le deuxième mot, comme le cas de ora, âge, ou murad, héros, commence par un H, celui-ci est maintenu quand les mots se lient par un trait d'union. Imper, ora, euh, attrait à l'ampère par heure. Bem-aja, c'est une expression une formule de politesse, ouais. Euh, Malhumorado, une personne de mauvaise humeur. Et enfin, super-héros, super-héros. Dans les cas où le deuxième mot s'agglutine au premier, le H disparaît. Donc, lorsque les mots, euh, comme nous pouvons voir dans l'exemple chlorhydrate, qui se compose de chlore plus hydrate, donne chlorhydrate. Et là, on perd le H. Ou encore comme déserdar, déshérité. Des plus herdar. Combiné avec un C, un L ou un N, il change la prononciation de ces lettres. Donc, si le H se joint à un C, un L ou un N, nous avons une prononciation différente, comme dans chat, qui est du T, Yama, le lama, donc la bête que l'on trouve, je pense, essentiellement en Asie. Magne, qui a trait un peu à la ruse, l'astuce. Mais s'il y avait un tilde au-dessus du dernier A, nous aurions magna. Et là, c'est un tout autre mot puisque ça veut dire matin. Les séquences de consonnes ou les suites de consonnes. Dans les diverses séquences de consonnes utilisées en portugais, toutes les consonnes ne sont pas toujours prononcées. Quand elles sont précédées des voyelles A, E ou O, les consonnes étymologiques en fin de syllabe ne se prononcent pas. Ação, concepção, fac, ot, ab. Et ce qui est intéressant, et puisque c'est pour ainsi dire la dernière mise à jour, avec l'entrée en vigueur de l'accord de l'orthographe de 1990, les consonnes muettes ou non articulées sont supprimées. Donc retenez la façon la plus récente d'écrire ces mots, assent, avec un seul C, c'est dit, concessant, perd le P, donc assent, action,
concessant, conception. Ce bébé a été conçu dans des circonstances concessant, conception, ótimo, excellent, qui a donné également optimal. Mais dans ce cas, ótimo, excellent, parfait. Il y a des groupes de consonnes qui se prononcent toutes les deux. Donc, dans certains cas, si elles ne sont pas prononcées, elles se perdent, comme nous venons juste de le voir. Mais il y a des groupes de consonnes qui se prononcent toutes les deux, comme par exemple le B et le C dans abscesse, donc un abcès, obcecado, vous prononcez le B et le C, donc toutes les deux sont prononcées, obcecado, obsédé. C, c'est dit, convexão, fixão, convection, fiction. GD, lugdunense, ogdoédria. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié la définition de ces mots. Non, non, je ne vois pas, je ne sais pas vous expliquer la... Non, mais bon. PC, sachez que bon, si vous trouvez ces mots, ces groupes de consonnes se prononcent. Donc le G et le D. Lugdunens, Ogdoedria. PC, égyptio, égyptien, ineptie, ineptie. PCCD, corrupção, opção, corruption, option. PT, abrupt, optar, donc brusque, opter. Par principe, je vous donne presque toujours les traductions ou les sens des mots les plus courants. Bien évidemment, un mot aura plusieurs sens, comme dans n'importe quelle langue, comme en français par exemple. Mais dans la plupart des cas, je vous donne le sens le plus, peut-être le plus connu. Voilà. PS, capsule, capsule, synapse, synapse. TM, rythme, tmez, rythme, rythme, tmez, la tmez. Donc, lorsque deux mots composés sont, une partie est substituée par l'introduction d'autres mots, c'est un terme que l'on utilise, peut-être assez rarement, mais c'est un petit peu l'idée, voilà. Mais avec l'entrée en vigueur, une fois de plus, de l'accord de l'orthographe de 1990, des graphies doubles sont permises lorsqu'on vérifie une oscillation dans la prononciation des mots. Donc, si vous entendez, euh, si vous entendez, si vous voyez deux façons d'écrire un même mot, ne vous étonnez pas, l'accord de l'orthographe de 1990 permet cela. Ce sont quelques situations un peu peut-être dérangeantes, peut-être un peu confuses pour qui essaie de comprendre ou d'apprendre le portugais comme langue étrangère. Mais voilà, ce sont des situations que l'accord orthographique permet. Et si vous arrivez à les fixer, à vous en souvenir, euh, tant mieux pour vous. Donc, ce qui est le cas des mots dans lesquels nous retrouvons la séquence
ou les consonnes BD, comme dans súbdito, ou bien súdito. BT, subtil, ou encore sutil. CC, double C, infeccioso ou infeccioso. Donc ce sont toujours euh, des façons d'écrire qui peuvent coexister en même temps et les deux sont valables. Infectiose ou infectiose. Avec un C et un CCD, intersection, interseção. Donc, súbdito, j'ai oublié de faire la traduction, súbdito, ou bien súdito, sujet, sujet du royaume, subtil, ou bien sutil, subtil, infectiose ou infectiose, infectieux, interseção, une intersection, setor ou bien sector, secteur, amygdala ou bien amygdala, donc se réfère aux amygdales. Les consonnes MN, amnistie ou bien anistie, donc on parle d'une amnistie, bien évidemment. PC, décessionnaire ou bien déceptionnaire, décevoir. P, c'est dire récessant ou bien réception, la réception d'un hôtel, par exemple. PT, sceptre ou bien sceptre, un sceptre, sceptre d'un roi, par exemple. TM, arithmétique ou bien arithmétique. Et on parle d'arithmétique. En ce qui concerne les consonnes répétées, les groupes M, M et N, N apparaissent dans des mots dans lesquels le premier M ou N ne fonctionne comme une marque de nasalité. Comme par exemple comumente, et si vous répétez le mot comumente, vous apercevrez de ce que je viens de dire. Donc M, M et le groupe N, N apparaissent dans des mots dans lesquels le premier N ou le premier N fonctionne comme une marque de nasalité. Comumente, ruimente, e-mail et mente. Dans la séquence CC, la première consonne peut être prononcée ou pas. Occipital se prononce x. Occipital. Mais pour ce qui est du verbe suivant, nous avons le son se, comme accionar. Donc, occipital, 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 et accionar, actionner, le verbe actionner. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de l'orthographe de 1990, en ce qui concerne la séquence interne CC, donc le double C, lorsque la première consonne n'est pas prononcée, elle s'élimine. Et nous avons alors le verbe accionar avec un seul C. Le groupe R, R est utilisé parmi des voyelles pour garder le son que la lettre R a toujours en début de mot. Il en va de même pour le groupe SS à propos de la prononciation de la lettre S en début de mot. Donc je répète si c'est un petit peu confus. Le groupe
R est utilisé euh, parmi des voyelles pour garder le son que la lettre R a toujours en début de mot. Car il en va de même pour ce qui est du double S. SS à propos de la prononciation de la lettre S en début de mot, comme carro, se sent. Donc, car, voiture, se sent, session. Voilà, c'était une vidéo que je tenais à vous présenter afin de commencer à comprendre comment l'alphabet portugais est utilisé, pourquoi dans certains cas, certaines choses sont permises, d'autres non. Euh, Comprendre certains mécanismes. Bien évidemment, l'accord orthographique est venu changer certaines choses. Euh, le précédent était des années 1940, tout du moins de la décennie de 40. Et les personnes s'étaient habituées à certaines règles, à certains mécanismes. À partir de 1990, un autre accord orthographique est entré en vigueur, donc certaines choses ont changé, comme nous avons pu voir le cas de certaines lettres lorsqu'elles ne sont pas prononcées sont éliminées. Mais bon, voilà, ce sont des principes de base, des principes fondamentaux que je tenais à vous présenter afin que vous puissiez apprendre à les maîtriser, à les comprendre, afin de pouvoir mieux vous exprimer, mieux comprendre les mécanismes de la langue portugaise. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Ce sera pour moi l'occasion d'avoir un aperçu de vos besoins, de vos goûts également. Si vous ne l'avez pas aimé, aucun problème pour ma part. Mais si vous avez un besoin quelconque, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ou même si vous avez certaines questions à me poser, des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore une fois, merci pour avoir pu assister à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne dans la mesure où je publie régulièrement par semaine. C'était Philippe, à une prochaine vidéo.